Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture qui, je l'espère, ne va pas être trop long parce que j'ai pris l'option de vous parler aujourd'hui de toutes mes lectures graphiques réalisées depuis à peu près août dernier jusqu'à décembre. Voilà, donc j'en ai lu quand même pas mal. Il y a mes lectures du mois du manga, il y a mes lectures en lien avec le Scary Spooky au mois d'octobre. Donc il y a vraiment pas mal de titres graphiques. J'ai hésité à faire deux vidéos. Finalement, d'un point de vue technique et publication, ça m'arrangeait pas. Donc j'ai fait une seule vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue. Vous me pardonnerez également, il y a peut-être certains résumés qui seront un peu flous parce que il y a des titres qui m'ont pas forcément marqué, mais que j'ai lus en septembre, donc ça commence à dater un peu. On verra bien comment ça va se passer. Je vais pas épiloguer plus longtemps, donc on est parti. Des très bonnes lectures. Il n'y a pas eu de grosses déceptions finalement. Peut-être une ou deux, mais sinon globalement, pas mal de lectures graphiques qui m'ont beaucoup plu. Finalement, sur toute cette période, le titre qui me marque le moins et qui a été une déception, c'est celui-ci, c'est le Dracula de Mac Mignola au dessin, Roy Thomas, John Nyberg et adapté bien évidemment du roman de Bram Stoker, mais surtout adapté du film de Coppola. C'est j'allais dire une novélisation presque, en tout cas c'est une retranscription en graphique du film Dracula de Coppola. Voilà, pas forcément du roman, même si voilà, le film en est l'adaptation, mais là on est sur une adaptation d'adaptation, donc c'est vrai que ça, voilà, ça, c'est peut-être ce qui m'a le moins plu. Alors déjà au niveau du style, Mac Mignola a un style très spécial avec vraiment beaucoup de noir et des personnages qui ont des visages toujours entourés de noir. Les personnages, alors voilà, là c'est complètement raté. Enfin là voilà, ça peut être n'importe quel comédien. Le Dracula, il est plutôt bien représenté. On reconnaît bien le comédien qui joue Dracula dans le film. Bref, ici on est vraiment sur la retranscription du film. Et en fait, ce qui m'a moyennement plu, alors déjà le dessin, je suis pas très fan de base du style de Mignola, mais bon, ça peut passer. Vous allez voir un petit peu plus tard qu'il y a une BD dont le style me plaisait pas au démarrage et que j'ai vraiment adoré, donc comme quoi ça peut matcher. Mais là, j'ai trouvé que si on n'avait pas vu le film, c'était difficilement compréhensible en fait. Je trouve que c'est vraiment pour ceux qui ont vu et qui ont aimé le film. Parce que sinon, franchement, il y a des ellipses, il y a des choses qui sont pas très claires. Voilà, donc c'est un peu difficilement compréhensible, je trouve. Bon, moi, je connais bien le roman, plutôt bien le roman, même si je ne l'ai pas lu depuis longtemps. Le film, je l'avais vu aussi il y a longtemps, même si moi, je fais partie de la team qui n'a pas trop aimé le film. Globalement, j'ai retrouvé l'histoire du film, quelques ellipses et puis des choses qui sont pas forcément expliquées, donc ça va un peu vite tout ça. Bref, voilà, c'était un peu, voilà, comme j'ai dit, je pense que si on n'a pas vu le film, c'est difficilement compréhensible de comprendre le comics et encore plus si on n'a pas lu le roman du tout. Voilà, je trouvais que pour le coup, le dessin, il collait plutôt bien à l'ambiance du roman et du film parce que du coup, on se retrouve avec voilà, beaucoup de planches très noires, très sombres. Là, on est vraiment dans du dark, vraiment. Donc ça marche plutôt bien. Mais voilà, malheureusement, avec moi, ça ne l'a pas trop fait. Je l'ai lu, voilà, j'ai pas eu peur. Il n'y a pas du tout le côté effrayant qu'on peut avoir dans le roman et dans le film. Voilà, j'ai lu d'une manière très détachée et voilà, et clairement je le relirai pas et je suis pas certaine de le garder non plus. Je sais pas si je le garderai pour ma collection de titres de vampires. Pour le moment, je suis pas trop décidée, mais voilà, vous comprenez que je vous conseille pas forcément, peut-être plutôt regarder le film si vous en avez l'occasion, plutôt que de tomber sur, voilà, sur ce comics qui je trouvais pas une grande réussite. Un autre titre que j'ai bien aimé, c'est Un ciel radieux de Jiro Taniguchi. Donc ça, c'est une version publiée chez Casterman. C'est dans ces versions qu'ils sortent à 10 €. Alors, on va passer sur la couve que je trouve pas très réussie. Ici, en gros, on va faire la rencontre d'un jeune homme qui est ici. Il est renversé à vélo, je crois, par le monsieur qui est ici. Et en fait, quand l'enfant se réveille, en fait, la personne qui se réveille, c'est le vieux monsieur, j'allais dire, l'adulte et l'esprit de l'adulte est réincarné dans le corps de l'enfant. Voilà. Donc l'esprit de l'adulte, lui, malheureusement, il va décéder et donc il va se retrouver dans le corps de cet adolescent. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un Taniguchi pur jus. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pudeur dans cette histoire, beaucoup de douceur. Voilà, toujours avec Taniguchi. Il y a toujours une espèce de petite pointe de nostalgie dans les histoires qu'il nous raconte. On retrouve des thématiques que moi j'ai retrouvées dans d'autres titres de Taniguchi finalement.
qu'est-ce qui est vraiment important, on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter, il faut communiquer, n'hésitons pas à dire aux gens qu'on les aime, voilà, quels sont finalement les liens qui nous unissent, qu'est-ce qui peut changer une vie ou pas, voilà, des thématiques finalement assez classiques. Au niveau des dessins, bon bah voilà, si on aime Taniguchi, on n'est pas dépaysé, moi j'aime beaucoup, je trouve ça toujours très, très beau, très doux, très, très agréable, toujours très questionnant. Voilà, comme je disais, une grosse, grosse bouffée de nostalgie à chaque fois que je lis un titre de Taniguchi. Il y a toujours cette petite touche de fantastique qui vient se mêler à la réalité pour amener le personnage et le lecteur à se poser un certain nombre de questions. On a également là l'opposition un petit peu entre l'adolescent en rébellion ou en construction et l'adulte déjà construit qui n'a pas rêvé peut-être de retourner à un moment de son adolescence, de modifier, de changer, d'influer, de dire à son soi passé de prendre ce chemin plutôt que l'autre. Enfin voilà, des questionnements finalement assez classiques. C'est un manga qui m'a beaucoup fait penser à Quartier Lointain. Alors moi, je préfère Quartier Lointain. Si vous hésitez entre les deux, pour moi, Quartier Lointain est meilleur. Mais il n'empêche qu'Un ciel radieux, ça a été une chouette lecture, une jolie découverte d'un autre titre de Taniguchi. Voilà, donc de toute façon, de base, il faut lire Taniguchi. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, lisez-le. En plus, c'est le genre d'auteur que vous trouvez tout à fait en bibliothèque, hein, parce que là, on est déjà sur un sens de lecture occidental. Et puis, je trouve que Taniguchi, pour démarrer dans le manga, c'est parfait parce que finalement, le style graphique qu'il a, c'est peut-être un de ceux qui se rapproche le plus de notre bande dessinée franco-belge. Donc voilà, vous avez compris, c'était une chouette lecture. Je vous la recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus. Tout autre genre, un manga également, je l'avais mis dans le mois du manga et vous l'avez vu 2 ou 3 fois je crois dans différentes palles. J'ai enfin lu Dans la prison de Kazuichi Hanawa, c'est publié au Lézard Noir. Ici on va tout simplement faire la rencontre de l'auteur qui a été enfermé pendant 3 ans, je vérifie en 1994 pour détention d'armes à feu, donc il a été emprisonné et ici il va nous raconter finalement sa vie quotidienne dans cette prison. Alors moi j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que j'ai appris finalement beaucoup de choses sur le fonctionnement du système carcéral japonais, un système qui est extrêmement militaire, très codifié, très structuré. Les journées, les prisonniers ne sont pas laissés à l'abandon, ils savent ce qu'ils doivent faire à telle heure ils doivent manger, ils doivent aller se laver, ils doivent ranger leur chambre, ils doivent aller en promenade, enfin voilà, c'est vraiment très très codifié, très très rythmé, ils n'ont pas de liberté, entre guillemets, en tout cas pas forcément de possibilité d'oisiveté. Voilà, ils ont vraiment toujours des choses à faire et je savais pas ça, je connaissais pas du tout, donc je trouvais ça très intéressant. J'ai appris dans la postface que l'auteur avait tout fait de mémoire, alors je trouvais ça à la fois assez fou, et puis en même temps je me dis, bah en fait il est resté 3 ans dans cette prison, donc quelque part... bah, ça a dû, j'imagine que ça s'est ancré dans son esprit. On va suivre un certain nombre de personnages, je crois qu'ils sont 6 à être dans la même chambre, c'est une pièce assez grande, et on va les suivre. L'auteur ne va pas nous présenter les personnages en fait, on ne va pas savoir pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont fait, on va juste, un tel c'est tel personnage, et on va le suivre, voilà, avec notre personnage principal. On devine qu'on est principalement sur des gangsters, des voleurs, des cambrioleurs, des vendeurs de drogue, ce genre de crime. Il n'y a pas l'air d'avoir de choses beaucoup. On n'est pas dans un couloir de la mort, par exemple, pas du tout. On est plutôt, je pense, sur des crimes de droit commun. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en France. Il y a une espèce également de grande fixation autour de l'alimentation, de la nourriture. Tout nous est vraiment très 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 détaillé, ce qu'ils mangent, pourquoi ils le mangent, combien de temps. Et les personnages eux-mêmes sont assez fascinés par la nourriture aussi, ils parlent de nourriture, voilà, là on a une double page vraiment sur que de la nourriture. Donc je trouvais ça assez rigolo, mais je me dis pourquoi pas, c'est peut-être aussi leur seul questionnement, qu'est-ce qu'on va manger, etc. C'était assez rigolo. Voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé ça très apaisant. Alors c'est assez étonnant parce que c'est dans la prison, mais les personnages ne sont pas des grands méchants, voilà, ce sont des gens qui ont fait des bêtises, parfois un peu contraints et forcés, et puis ils continuent d'écrire à leur famille, et puis alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on finit par les trouver attachants,
Mais ouais, il y a une lecture apaisante. Et puis finalement, l'auteur, cette espèce de routine qui s'installe dans la prison, il arrive à nous la rendre, moi en tant que lecteur, ouais, apaisante, vraiment. C'est vraiment le terme, je trouve pas de mot plus précis que pour dire le ressenti que j'ai eu à cette lecture. C'est vraiment des journées qui vont être complètement identiques. C'était super intéressant. Et puis le dessin également, c'est extrêmement descriptif. Regardez là par exemple, on a donc il nous met tous les détails, hein, le torchon, le miroir, les formulaires blancs pour les autorisations pour faire certaines choses, les affaires de shogi, etc. Donc c'est vraiment très didactique, très descriptif, mais également c'est mieux dans ce sens-là, je pense. C'était super intéressant. Juste voilà, petit bémol, on sait finalement peu sur les personnages, mais quelque part c'est pas l'intérêt de la chose. Je pense que l'intérêt c'est vraiment pour l'auteur de nous raconter comment ça se déroule en prison, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 ans, qu'est-ce que j'en ai tiré. Voilà, voilà, c'est une très chouette lecture comme toujours, comme souvent avec le Lézard Noir. J'avoue que j'ai peu de mauvaises surprises chez cette maison d'édition. Si vous cherchez des titres un peu atypiques, je ne peux que vous recommander, mais également des titres un peu plus adultes. Voilà, typiquement ce titre-ci, on est loin du shonen, de My Hero Academia et autres, on est vraiment sur quelque chose de très très lié à la culture asiatique et moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va partir dans toute autre chose. J'ai lu, ça c'était en octobre, The Outsider, c'est un recueil de nouvelles illustrées par Gu Tanabe. Alors, je pensais que c'était un recueil de nouvelles exclusivement consacré à Lovecraft. Pas du tout. Ici, on va avoir 4 nouvelles. Une nouvelle, The Outsider, donc de Lovecraft. On a une nouvelle qui est tirée d'un texte russe. 2 nouvelles russes, pardon, et ensuite on a une histoire originale qui est en 4 parties qui s'appelle Yuga, qui est là beaucoup plus liée au folklore japonais. D'abord, ce qui frappe dans The Outsider de Gu Tanabe, si vous êtes des habitués de la chaîne et si vous lisez des mangas, on est très très loin de ce qu'il va proposer ensuite, actuellement notamment dans ses adaptations de Lovecraft. Alors on devine un peu ce que ça va devenir en termes de noirceur, en termes de personnages, mais je pense qu'il a beaucoup travaillé parce que finalement, je trouve qu'en termes de dessin ici, il n'y a pas beaucoup d'émotion, il n'y a pas beaucoup de noirceur justement qui se dégage, mais on voit le Gu Tanabe, j'allais dire en devenir, qu'on connaît actuellement dans ces adaptations de Lovecraft qui pour le coup sont absolument magnifiques. Je trouvais que le dessin, il était moins réussi, un peu fouillis, un peu brouillon. Il y a beaucoup de noir, mais alors du coup, on voit pas toujours ce qu'il veut nous dire, en fait, ou ce qu'il veut nous montrer par le dessin. C'est pas toujours très très réussi. Ça, c'est valable pour les 4 textes. Les 2 nouvelles russes ne m'ont pas beaucoup plu. Elles sont très orientées politique. Voilà, je suis pas alors j'ai quelques connaissances de l'imaginaire et de l'histoire russe, mais c'est assez limité. Ça m'a pas beaucoup plu, ces 2 nouvelles russes. Finalement, celle que j'ai le plus aimée, c'est la dernière, Yuga, donc en 4 parties. Au niveau du dessin, toujours les mêmes défauts, hein, trop fouillis, je trouve trop de trames, bref, des fois c'est un petit peu difficile à lire par moment. Par contre, j'ai beaucoup aimé, on est dans du folklore japonais. Et j'avoue que ces 4 nouvelles-là, enfin ces 4 parties qui forment une grosse nouvelle, je les ai beaucoup plus aimées. Donc un recueil un peu mitigé, je suis contente de l'avoir lu malgré tout, de voir le Gu Tanabe avant celui que je connais actuellement et que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, je pense que Glénat, ouais, c'est publié chez Glénat, l'a ressorti clairement parce que chez Kiyun ça marche très bien. Mais voilà, c'est pas forcément un recueil que je peux vous recommander énormément pour découvrir Gu Tanabe, ou clairement allez-y avec ses adaptations chez Lovecraft. Celui-ci, si vous le trouvez en bibliothèque, vous pouvez le lire, ça vous fera passer peut-être un moment sympathique, mais pour moi c'est sans plus. Un autre titre que j'ai lu pour le Scary-Pookie et qui m'a beaucoup plu, c'est celui-ci, c'est Alena de Jim W. Anderson. C'est publié chez Glénat, c'est donc un comics. Ici, on fait la rencontre d'Alena, une jeune demoiselle qui se fait harceler dans le nouvel établissement dans lequel elle est. Alors, c'est un titre qui finalement, donc au niveau du dessin, on est sur des choses assez classiques. Voilà, je cherche du comics, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, j'allais dire. Je vous montre pas plus loin parce que ça reste quand même un comics un peu creepy, donc il y a des choses que j'ai pas forcément envie de vous montrer ni de vous dévoiler. Un comics qui m'a emmené sur des chemins auxquels je ne m'attendais pas, ce qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. On est sur un départ extrêmement classique, je n'ai pas forcément vu venir là quelle était la thématique et là où l'auteur allait m'emmener.
L'ambiance, elle est globalement assez angoissante, très bien rendue par l'auteur. Le dessin, comme je l'ai dit, il n'est pas forcément très original. Je trouve que ça reste assez classique, mais il fonctionne plutôt bien. Hop là, voilà, une autre planche, vous voyez, assez classique. Attention, il y a quelques scènes de sexe explicite et quelques scènes un peu sanglantes, donc pour les plus sensibles ou pour les plus jeunes, à éviter. Voilà, globalement un titre que je vous recommande aussi, que j'ai beaucoup aimé, une thématique intéressante, une petite touche de fantastique, un sujet auquel je m'attendais pas, et voilà, globalement j'ai passé un très chouette moment, et voilà, de la même manière, celui-là, je pense que pour le Scary Spooky de l'année prochaine, pour ceux qui l'ont dans leur palle, ou si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le découvrir, c'était plutôt très cool également. Ensuite, un titre, je l'ai lu en septembre, celui-là, c'était pour le mois du manga. J'étais un petit peu déçue quand même, on va pas se mentir. J'ai lu Ningyo de Mato et Mr. Tan, c'est publié chez Glénat. Moi, j'avais adoré le titre sorti l'année dernière. Et bien évidemment, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Jizo. J'avais adoré Jizo. Vraiment, Jizo, ça avait été un chouette coup de cœur. Je crois même que c'était ma meilleure lecture graphique de l'année, je crois. Ningyo, on ne sera pas sur la meilleure lecture graphique de l'année. Ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Kai, qui va aller dans la forêt des suicidés. Donc, c'est une forêt qui est située au Japon, j'allais dire à Hokkaido, mais pas du tout. Dans la forêt Aokigahara, pardon pour le bug. Donc son frère s'est suicidé dans cette forêt et Kai, ce jeune garçon, va donc aller dans cette forêt pour essayer d'y trouver finalement quelques réponses. Alors, tout comme Jizo, j'adore le dessin. Le dessin avec moi fonctionne très bien. Voilà, un dessin très asiatique, hein, j'allais dire, voilà, avec malgré tout une petite touche. On sent hein, que c'est pas forcément un manga issu du Japon, hein, mais il y a comme très forte influence, donc le dessin est très joli, c'est très réussi. J'aurais peut-être aimé quelques petites pages couleurs, ça aurait pu être plutôt très cool. L'histoire, elle est sympathique, il y a beaucoup de belles valeurs, c'est un récit assez poétique qui finalement va réinventer voilà, l'origine d'une créature, et l'origine de cette créature, elle reste plutôt originale par rapport à ce que j'ai vu d'habitude. Alors je vous en dis pas plus, je reste assez obscure, c'est assez volontaire. Voilà, je vais pas trop vous raconter, c'est un peu dommage sinon. Par contre, ce qui m'a moyennement plu, alors je sais que ce que je vais dire, je pense qu'on peut me le reprocher aussi dans Jizo, je trouve que ça reste un petit peu simpliste finalement en termes de résolution, de déduction. Je trouve que c'est pas assez fouillé, voilà, à mon goût. Je trouve que c'est un peu facile, voilà, entre guillemets. Je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Je trouve que notamment par rapport au personnage principal, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors oui, le titre, il est court, mais bon, vous verrez après, il y a des titres courts qui quand même permettent de donner beaucoup de profondeur au personnage. Là, je trouve que ça reste assez en surface sur tout, finalement. Je me suis pas forcément attachée à cette histoire, beaucoup moins qu'à celle de Jizo. Voilà, finalement, je trouve que les auteurs s'attardent beaucoup sur le côté fantastique et de cette créature, etc. et pas forcément assez sur la problématique de notre personnage principal. Voilà, donc c'était une lecture sympathique, mais un poil déçue parce que j'avais tellement aimé Jizo que bah, forcément, voilà, quand vous lisez le titre qui suit, voilà, vous avez des attentes et forcément, elles n'ont pas forcément été atteintes. Mais c'était un titre sympa et voilà, je vous engage quand même à le découvrir parce que bah, voilà, ça reste malgré tout, comme je disais, une histoire qui m'a fait passer un agréable moment. On va passer sur un titre assez différent, mais que j'ai beaucoup aimé. C'était Les Yeux Perdus. C'est publié chez Dargo de Tumburus et Agrimbo. Lu en octobre pour le Scary Spooky. Ici, on va suivre deux enfants, ceux qu'on voit ici. Ils sont orphelins. Ils vivent dans un orphelinat complètement vide et ils sont les esclaves, on va dire, entre guillemets, de l'enfant du propriétaire de l'orphelinat. Et cet enfant leur demande de faire des choses particulièrement dégoûtantes. On est juste après la Première Guerre mondiale. Et voilà, et ces enfants vont être amenés à faire des choses assez terribles, hein, vraiment assez terribles. Alors je cherche une planche, j'aurais dû regarder avant. J'essaie de vous trouver une planche qui ne va pas vous donner
on va s'arrêter à ça. C'est vraiment le tout début, je voudrais pas aller plus loin. Donc déjà, moi ce qui m'avait vraiment attiré tout de suite, c'est la couve que je trouve magnifique. Et puis c'est vrai que l'intérieur, je l'avais vu en librairie. Après, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style graphique proposé par l'auteur. Voilà. Vraiment, je le trouve sublime. Les couleurs, on est vraiment dans du glauque, dans du crade, dans du malaisant. Et les couleurs sont tellement bien choisies. Alors ma caméra va pas du tout rendre honneur, hein, pas du tout, du tout. Alors là, je suis vraiment très loin. Je peux pas trop montrer, c'est vraiment dommage. Mais n'hésitez pas à le feuilleter en librairie. Alors, allez pas trop loin parce que je pense que vous allez vous spoiler certaines choses et c'est dommage. Donc, j'adore le dessin. On a des planches bien glauques, bien crades, bien sanglantes. Attention aux plus jeunes et aux plus sensibles comme toujours. L'ambiance générale, elle est oppressante à souhait. C'est terrible. Vraiment, vraiment, c'est terrible. Mais je pense que ça évoque aussi quelque chose sur une thématique précise qui, à mon avis, a eu lieu pendant les guerres. De manière générale, je ne doute pas que ce sont des choses qui malheureusement ont eu lieu. L'histoire, elle est absolument parfaite pour le mois d'octobre. Hein. C'est idéal. C'est macabre, terriblement macabre, on va dire. Et voilà, moi j'ai passé un excellent moment. Alors attention, hein, voilà, c'est pas pour les plus sensibles. Il y a quelques thématiques un petit peu difficiles malgré tout. Mais ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai passé un excellent moment. Et franchement, voilà, moi celle-là aussi, je vous la recommande avec grand plaisir. Pour le Scary Spooky de l'année prochaine, pour le challenge de la crypte de Jodie, il rentre parfaitement. On va continuer dans les lectures d'octobre, je crois. J'ai lu L'enfant insecte de Hideshi Ino. C'est publié chez IMO, je sais jamais. Ici, on va faire la rencontre d'un jeune garçon qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas très aimé par ses parents, qui est harcelé à l'école. Voilà. Ses seuls amis, ce sont les animaux. Il n'y a qu'avec eux finalement qu'il se sent bien, et cet enfant pour lequel on pourrait avoir beaucoup d'empathie d'ailleurs au démarrage de l'histoire, il va se faire piquer par une espèce de larve, on ne sait pas trop quel est cet insecte, et puis, eh bien voilà, comme son nom l'indique, et comme la couve le laisse montrer, cet enfant va se métamorphoser, bon an, mal an, dans autre chose, voilà. Alors, c'était plutôt une bonne lecture, voilà. Le dessin, il est assez simple, on a des personnages, notamment notre personnage principal, c'est lui, hein. Il a des yeux extrêmement globuleux qui ressortent en permanence. Donc un dessin assez simple, mais au service d'une histoire qui est parfois dure et parfois très trash aussi, vraiment, c'est un peu malaisant. Ça m'a fait penser par moments à Elephant Man, finalement, ce personnage qui va avoir un aspect extérieur qui ne ressemble pas forcément à ce qu'il est à l'extérieur. Et puis en tout cas au début il va vouloir rester gentil, mais les gens vont le rejeter pour son physique, et il va rester un enfant complètement incompris, finalement un enfant qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Et puis voilà, malheureusement il va évoluer, et pas forcément dans le bon sens. Un dessin sobre, classique, voilà, une thématique, j'ai pas grand chose à dire sur ce titre. Voilà, où on voit que finalement, et comme d'habitude, ce n'est pas, j'allais dire, l'extérieur ne fait pas l'intérieur d'une personne et d'un individu. Donc voilà, c'était, je pense, j'ai à dire, peut-être une partie de la morale de cette histoire. C'était un titre sympathique. J'ai d'autres titres de Hideshi Ino dans ma palle que je relirai avec plaisir, on va dire. Encore une fois, à réserver peut-être à nouveau un pas aux plus jeunes et puis à un public un petit peu averti, parce qu'effectivement, il y a quelques scènes un petit peu difficiles. Voilà, vous êtes prévenus. Un autre titre que j'ai lu, celui-ci, je l'ai lu novembre, je crois. Je vais vous en parler très vite parce que c'est le tome 102 de One Piece. Là, pour le coup, c'est publié chez Glénat, c'est de Eiichiro Oda. Je ne vais pas m'apesantir plus, c'est le tome 102. Hein. Vous vous doutez bien qu'il s'est passé énormément de choses et que le moindre truc que je pourrais dire, c'est un énorme spoil. Ici, on continue de suivre Luffy et toute l'équipe. On est dans l'arc du pays de Wa. J'ai hâte que cet arc se termine, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de combats, que c'est parfois un petit peu fouillis, même si je mesure le talent de l'auteur pour raccrocher un certain nombre d'événements à d'autres événements passés ou j'imagine futurs. Il a cette capacité vraiment à relier les choses entre elles, et je trouve ça assez dingue. C'est-à-dire que vous allez avoir un événement qui va se passer et il va vous dire
Ça, c'est la clé de ce qui s'est passé à tel ou tel moment. Je trouve ça toujours assez fou, voilà. Mais moi, j'ai quand même hâte d'arriver à la fin de cet arc. Parce que voilà, j'en ai un peu marre des combats. Et j'aimerais arriver à la partie suivante qui m'a l'air assez intéressante. Quand bien même dans cet arc du Pays de Wa, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes qui se passent et qui peuvent avoir des incidences sur ce qui se passera après et des liens avec ce qui s'est passé avant. Bref, un tome cool, comme toujours avec One Piece, et un tome que j'ai lu, comme toujours, avec Dorian, alias Monsieur Kamek. Le tome 103 sort en décembre, je ne sais pas si on se le fera également en lecture commune, mais c'est une possibilité. On va rester dans le manga avec un titre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu au mois d'août. J'ai lu les 2 tomes du spin-off de JoJo Bizarre Adventure. C'est Rohan Kishibe. Est-ce que ça a un sous-titre? Non, c'est publié chez Delcourt Tonkam. Alors ici, on suit le personnage de Rohan Kishibe. C'est un personnage qu'on rencontre dans la série JoJo's Bizarre Adventure. C'est un mangaka. Et ici, ce sont des recueils de nouvelles. Alors, ça pourrait tout à fait rentrer dans le Scary Spooky de l'année prochaine, hein, je vous le dis direct. On a un tome 1, enfin, le tome 1 et le tome 2, à chaque fois, on a des nouvelles, un petit peu avec une espèce d'ambiance conte de la crypte, parce que soit notre personnage principal a un rôle à jouer dans l'histoire, soit il vous raconte quelque chose, soit il a vu quelque chose. Voilà, donc il y a une petite ambiance comme ça, ou en tout cas au démarrage conte de la crypte. Il y a, alors je sais pas si c'est encore dispo sur Netflix, il y a une adaptation animée de ces nouvelles. Alors je crois que c'est principalement le tome 1 qui est adapté. Les nouvelles en animé sont excellentes, dans le manga elles sont tout aussi excellentes. À chaque fois ça met en scène la bêtise humaine, on va dire, et puis finalement, comme dans les nouvelles du conte de la crypte également, on se rend compte que finalement c'est pas toujours ce à quoi on croyait au démarrage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ces 2 recueils. J'ai un tout petit peu moins aimé le deuxième. Voilà, mais ça c'est un goût personnel, parce que les nouvelles m'ont peut-être moins attirée. J'ai pas été très gênée par le fait que j'avais déjà vu la majorité des nouvelles en animé. Au contraire, j'étais ravie de les redécouvrir. Les adaptations sont plutôt fidèles. Donc voilà, si vous voulez regarder l'animé, ça marche plutôt cool. Je suis également contente de voir que l'auteur, on retrouve certains personnages qu'on voit dans JoJo, lui forcément, mais également d'autres, hein, voilà, il en réutilise quelques-uns. Bref, c'était très cool, j'aime beaucoup, j'adore JoJo Bizarre Adventure, et donc je suis ravie d'avoir lu ce spin-off que j'ai tout autant aimé que la série principale. Voilà, donc découvrez l'animé ou lisez ces 2 recueils de nouvelles, c'est une belle recommandation. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré de dessin. Voilà. Une duologie de mangas que j'étais très contente de lire et de découvrir. Il s'agit des Temps retrouvés. C'est donc une duologie parue chez Kiun dans leur collection Latitude. C'est de Kei Fuji et Kokoro Hirai. Ici, on va donc suivre ces 2 personnages qui sont veuf et veuve. Et ils vont se rencontrer et une très jolie histoire va démarrer entre eux. C'est une histoire toute douce, c'est une histoire d'amour. Eh ben oui, l'amour ne s'arrête pas, sans oublier les gens que vous avez aimés avant. L'amour ne s'arrête pas à 60 ans, on va dire, ou à 65 ou à 70 ans. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, c'est sens de lecture occidentale. Et puis c'est intégralement en couleur, voilà. Donc c'est aussi un très très joli travail de colorisation et voilà, de colorisation tout simplement. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais de colorisation. J'ai beaucoup aimé, vraiment vraiment beaucoup aimé. C'était une très très jolie découverte. Les personnages, les 2 personnages principaux, ils sont extrêmement attachants dans leur volonté de poursuivre leur chemin de vie ensemble. C'était très joli, très touchant. Alors, honnêtement, l'histoire, elle n'a rien d'incroyable. On n'est pas sur une histoire fantastique, ça va pas changer la face du monde. On est vraiment sur une histoire du quotidien, une belle histoire du quotidien, une très belle histoire d'amour du quotidien, avec les difficultés du quotidien, les difficultés qu'on peut avoir aussi quand on a 65, 70 ans, qu'on a déjà eu une vie avant, une vie bien remplie.
Et voilà, et j'ai été très émue par ces 2 tomes. Je sais pas quoi vous dire de plus, lisez-le, c'est beau, c'est doux, c'est voilà, j'allais dire, et c'est la vraie vie. Mais on aimerait tous avoir une très jolie histoire comme ça, je pense, quand on sera dans notre deuxième partie de vie. C'était magnifique, c'était très très beau. Lisez Les Temps Retrouvés. Voilà, je dirai rien de plus après tout parce que je pense qu'il faut le découvrir, c'est vraiment une très très belle histoire. Et je pense que ma plus belle lecture de ces derniers mois, même si là il y a beaucoup de très 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 chouettes lectures, vraiment, Les filles de Salem de Thomas Gilbert, c'est publié chez Dargaud, donc c'est dans ces petites éditions qui sont republiées à 9,50. Ils font souvent des éditions un petit peu plus petites comme ça pour leur plus grand succès. J'ai adoré Salem. Alors je l'ai lu en lecture commune avec Laurent Lado Vintage et Margot Bohémian Librairie. On l'avait acheté ensemble dans notre virée parisienne du mois d'août, donc on l'a lu ensemble en octobre. J'ai adoré cette bande dessinée. Ici, on va donc redécouvrir l'histoire des sorcières de Salem. Voilà, il n'y a pas de surprise. C'était génial. J'ai adoré. C'est une bande dessinée absolument indispensable que toutes les femmes devraient lire, que tous les hommes devraient lire également. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Alors, je vous parlais tout à l'heure parfois on lit des BD, le dessin nous accroche pas, mais finalement on se rend compte que ça marche très bien. Ici ça a été le cas, c'est-à-dire qu'au début j'ai eu un peu de mal avec le style graphique qui ne me plaisait pas plus que ça. Et puis je trouve que finalement j'ai tellement aimé l'histoire, la manière dont les auteurs nous racontent les choses, que le dessin, finalement je trouve qu'il colle tellement bien. On a tout d'abord un choix des couleurs, c'est-à-dire qu'au démarrage on est vraiment sur quelque chose de très doux comme ça, de très verdoyant, et puis plus on va avancer, plus on va avoir des choses au niveau des couleurs difficiles. Il y a quelques scènes que j'ai trouvées absolument terribles, il y a des personnages que j'ai eu envie de frapper. Les auteurs retranscrivent finalement très très bien le visage des personnages. Il y a des personnages que j'ai détestés, il y a des personnages que j'ai eu envie de frapper, il y a des personnages que j'ai envie de secouer, il y a des gens que j'ai eu envie de prendre dans mes bras. J'ai eu énormément d'émotions à la lecture de cette bande dessinée. J'étais en colère, j'étais furieuse, j'étais émue, j'étais triste, j'ai tant d'incompréhension, tant d'obscurantisme, tant de bêtises, tant de manque de communication, tant d'égoïsme, ça me rendait dingue. J'étais dans un état à la fin de ce titre. J'ai adoré Les Filles de Salem. J'ai adoré. Lisez Les Filles de Salem si c'est pas le cas. Offrez-le, lisez-le en bibliothèque, achetez-le. C'est un titre incroyable, un titre formidable qui parle vraiment de ce qui s'est passé à Salem. J'avais quelques connaissances, mais finalement pas tant que ça. Voilà, j'ai adoré, lisez Les Filles de Salem. Je terminerai sur ça. Une bande dessinée, comme je disais au début, que je trouve absolument indispensable en ces périodes parfois un peu difficiles pour certaines femmes. Rappelons-nous des Filles de Salem et voilà, je dirais rien de plus. Vous avez compris que j'ai adoré, c'est un superbe coup de cœur. Je peux que vous recommander de lire si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, vraiment, et si vous avez aimé autant que moi. Voilà, c'était donc la dernière bande dessinée dont je voulais vous parler. Je suis assez contente de moi parce que j'ai réussi à vous parler de beaucoup de titres de manière assez succincte. Tôt ou tard, il y aura pas mal d'avis ou de mini-chroniques qui arriveront sur Instagram. Un jour, je rattraperai mon retard. Un jour. Ou pas, un jour. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des bandes dessinées dont je viens de vous parler, ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur ces différents titres. Si vous aussi, vous avez adoré Les Filles de Salem, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour me suivre un petit peu plus quotidiennement sur mes différentes lectures. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!